Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 16e semaine de 2024, la vie de l'Union pose des questions sur les réformes numériques et leurs conséquences sur le scrutin européen, mais aussi sur la promesse de l'Union à l'Ukraine, sur le plan l'État, sur le marché unique et la stratégie des Européens en matière de défense. Le club des 27 va en Allemagne pour parler objectifs climatiques, en Suède pour le changement de genre à l'état civil, en Croatie pour les législatives, en Lituanie et en Allemagne pour des ingérences russes, et en Italie pour une loi anti-avortement. Enfin, nos chers voisins s'attardent sur la Géorgie, qui a vécu une semaine mouvementée, et le Royaume-Uni qui veut être en pointe sur la lutte contre le tabac. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique, la nouvelle réglementation à l'épreuve des élections européennes. Je vous en parle depuis quelques semaines, mais un rappel est toujours utile. Le Digital Service Act, le DSA, réglemente la responsabilité des plateformes en ligne sur la modération des contenus. Le Digital Market Act, le DMA, lui, encadre la concurrence entre acteurs en ligne et vise notamment à éviter les abus de position dominante de certaines plateformes incontournables. Depuis le début de l'année et l'application de ces deux règlements, la Commission européenne enchaîne les enquêtes à l'encontre des GAFAM et de TikTok. Meta, la maison mère de Facebook, et ByteDance, la maison mère de TikTok, refusent de payer la redevance de surveillance annuelle, obligatoire pour les entreprises qui doivent appliquer le DSA. TikTok est poursuivi pour son manque de protection envers les mineurs. Apple est poursuivi pour abus de position dominante à travers son App Store. Une enquête d'abus de position dominante qui s'applique aussi à Alphabet, la maison mère de Google, et Meta. Les trois mettant en avant leurs services et multipliant les obstacles à leurs concurrents sur leur plateforme. Le DSA sera particulièrement mis en application lors des élections, puisque la gestion de la désinformation est un des critères d'application du DSA. Cette multiplication d'enquêtes aurait pour vocation de mettre les GAFAM et TikTok sous pression pour démontrer leur capacité à se mettre en conformité avec le droit européen. Commission européenne, Markus Pieper renonce à devenir l'envoyé spécial aux PME. C'était le sujet de discussion qui faisait beaucoup de bruit dans les couloirs des institutions européennes. La nomination de Markus Pieper en tant qu'envoyé spécial de la Commission européenne pour les PME soulevait beaucoup de critiques. La présidente de la Commission européenne est soupçonnée d'avoir nommé un allié politique, Markus Pieper étant du même parti qu'elle, la CDU, à un poste hautement rémunéré, autour de 20 000 € par mois. Le Parlement européen avait demandé l'annulation de la nomination. 4 commissaires européens se sont même fendus d'une lettre à l'attention d'Ursula von der Leyen dénonçant le manque de transparence de la nomination de Pieper. Ursula von der Leyen s'est justifiée d'avoir suivi la procédure à la lettre, arguant que les entretiens oraux ont fait la différence. Markus Pieper étant le moins bien noté des trois candidats, face à l'eurodéputée tchèque Martina Djabalova, soutenue par Thierry Breton, et la représentante de la Confédération des entreprises suédoises, Anna Stellinger. Et ce qui a décidé Markus Pieper à renoncer à sa nomination lundi 15 avril, c'est l'opposition du commissaire au marché unique, le français Thierry Breton, à qui il aurait dû rendre compte de son activité. L'ONG Transparency International s'apprêtait à déposer une requête auprès de la médiatrice de l'UE. Une démission qui force la Commission à repousser la nomination d'un envoyé spécial au-delà des élections européennes. Une défaite politique qui s'ajoute au contexte moribond de sa campagne, entachée par un soutien timide du PPE, et l'affaire des SMS avec Pfizer, qui vient d'arriver sur le bureau du procureur européen. International, l'Union envoie 900 millions d'euros pour le Soudan. C'est une des crises humanitaires les plus importantes du moment, dont on parle peu.
La guerre civile a éclaté au Soudan en avril 2023 entre deux branches rivales de l'armée soudanaise, faisant 15 000 victimes. 18 millions de Soudanais font face à une insécurité alimentaire aiguë, d'après la Commission européenne. Le conflit a fait 7,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et le PIB est en recul de 25% sur le dernier semestre. C'est pour cela qu'une conférence internationale de donateurs s'est tenue à Paris le lundi 15 avril. Cette conférence a abouti à une levée de fonds de 2 milliards d'euros, dont 900 millions de l'Union européenne. L'objectif de la conférence est de ramener le conflit au premier plan médiatique, alors que le pays est au bord de la pire crise alimentaire de l'histoire. Le plan d'intervention des Nations Unies au Soudan n'a versé que 5% des 3,86 milliards d'euros promis pour le Soudan. Aussi, lors de la conférence, le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé le cynisme des puissances régionales que sont l'Égypte, l'Iran et les Émirats arabes unis, qui financent les belligérants. International encore, un an après, où en est la promesse du million d'obus à l'Ukraine? Alors que l'Ukraine est forcée de reculer face aux coups de boutoir russes sur le front de l'Est, qu'en est-il de la promesse de l'Union européenne de livrer 1 million d'obus? Même si on sait depuis le début de l'année que l'objectif ne serait pas rempli, les institutions européennes se sont entendues sur la réforme de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité a pour objectif de donner à l'industrie de l'armement une perspective à long terme et à encourager l'investissement dans les capacités de production. Les munitions de la facilité doivent provenir de stocks existants ou d'achats communs. Par contre, elle ne tient pas compte des envois bilatéraux des États membres, ni même de l'achat commun lancé par la République tchèque, qui semble avoir sécurisé 500 000 obus et cherche à en financer 300 000 autres. Dans le cadre de l'effort européen, la moitié de la promesse est remplie, avec 500 000 obus achetés et livrés. Même si la promesse n'est pas remplie dans le cadre de la facilité, le service d'action extérieure de l'Union européenne indique que les États membres auront livré plus d'1 million d'obus d'ici à la fin de l'année. Pour commander dans le cadre de la facilité et être remboursé, il fallait passer commande avant fin octobre. Les contrats passés après cette date se feront aux dépens des États membres. Le positif dans cet effort, c'est que la capacité de production des munitions a augmenté de 40% au sein de l'Union. Économie, Enrico Letta et Mario Draghi proposent l'union des marchés de capitaux. Sur mandat du Conseil européen, l'ancien président du Conseil italien Enrico Letta a rédigé un rapport sur le marché intérieur. Il propose l'union des marchés de capitaux européens pour éviter le décrochage économique de l'UE face à la Chine et aux États-Unis. Pour arriver à cette conclusion, il a fait le constat que le marché unique est encore loin d'avoir abouti et que la fragmentation des marchés, qui restent finalement très nationaux, empêche la naissance de géants européens. Pour y parvenir, il propose une union des marchés de capitaux qui doit mener à une mutualisation des aides publiques pour lutter contre les distorsions de concurrence américaines et chinoises. Il propose aussi un plan de relance avec une capacité budgétaire commune sur le modèle de Next Generation EU, plus petit mais plus ciblé. Il plaide aussi pour des restructurations sectorielles, comme dans le secteur de la téléphonie, où les opérateurs européens apparaissent comme des nains comparés aux opérateurs américains et chinois. À titre de comparaison, les opérateurs européens comptent en moyenne 5 millions de clients, contre 107 millions aux États-Unis et 467 millions en Chine. Cette restructuration doit aussi concerner l'énergie, la défense, dont les difficultés à répondre aux besoins de l'Ukraine montrent que l'Union européenne n'a pas un poids critique suffisant dans le domaine de la défense. Charge désormais aux 27 chefs d'État et de gouvernement de donner suite à ce rapport et de transmettre oui ou non les recommandations d'Enrico Letta à la Commission européenne et au Parlement européen.
Ils ont aussi donné mandat à Mario Draghi, ancien président de la BCE et aussi ancien président du Conseil italien, de rédiger un rapport sur la compétitivité en Europe qu'il devra rendre en juin. Mais il va d'ores et déjà dans le sens d'Enrico Letta en disant qu'il fallait un changement radical de l'économie européenne. Mais leur initiative semble déjà se heurter aux réticences d'une douzaine d'États qui ne veulent pas renoncer à leur pouvoir de supervision financière et à leurs régimes fiscaux. Mario Draghi aura fort à faire pour convaincre les 27 de passer à la vitesse supérieure. Défense. La difficile équation entre rigueur budgétaire et investissement. Après des décennies de coupes budgétaires justifiées par une union en paix et la faible probabilité d'un conflit sur le sol d'un État membre, les 27 ont eu un réveil difficile avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Depuis, les appels à un sursaut se sont multipliés, que ce soit au sein des États qui se remettent à investir, mais aussi au sein de la Commission européenne qui a proposé une stratégie en matière de défense dotée d'1,5 milliard d'euros pour encourager les industries militaires à travailler ensemble et à produire européen. Mais les réflexes nationaux sont bien trop nombreux et certains pays restent frileux. Malgré les achats en commun pour l'Ukraine, pour faciliter la participation de tous les États à l'effort de guerre ukrainien, seuls 9 pays ont répondu présents. D'après Thierry Breton, en charge aussi du portefeuille de l'industrie de la défense, il faudrait au moins 100 milliards d'euros pour financer une défense européenne à la hauteur des enjeux géopolitiques du moment. La problématique, c'est que les États doivent encore encaisser les chocs financiers provoqués par le Covid et la guerre en Ukraine, sans oublier les investissements nécessaires pour coller aux objectifs climatiques du pacte vert. Le changement de mandat de la Banque européenne d'investissement va aider à financer l'industrie militaire, mais son enveloppe est plafonnée à 6 milliards d'euros jusqu'en 2027, autant dire une goutte d'eau. Passons désormais au club des 27. Allemagne. Et si l'Allemagne interdisait la circulation temporaire des voitures? C'est une hypothèse lancée par le ministre des Transports, Volker Wissing, comme une pique à ses partenaires verts du gouvernement. Il reproche à ses alliés verts d'avoir plaidé pour des réductions de gaz à effet de serre, secteur par secteur, ce qui le conduit à poser publiquement cette question d'interdire la circulation des voitures le week-end. Il indique que le secteur des transports doit économiser 22 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour rentrer dans l'objectif annuel. Si les Verts ont plaidé pour des limitations secteur par secteur, c'est parce qu'ils redoutaient que tous les secteurs ne fassent pas les efforts et compteraient sur une compensation de leurs émissions sur l'ensemble du tissu économique. Les efforts du secteur des transports ont été freinés par l'arrêt d'un programme de prime à l'achat de véhicules électriques dans le cadre du vote du budget 2024. Aussi, le ministre des Transports compte sur son abonnement ferroviaire mensuel à 49 € pour inciter les Allemands à prendre le train. Mais pas de panique, l'Allemagne devrait rentrer dans ses objectifs climatiques pour 2024. Suède. Une loi facilitant le changement de genre à l'état civil adoptée. Mercredi 17 novembre, le Parlement suédois a abaissé de 18 à 16 ans l'âge minimal pour déclarer un changement de genre à l'état civil. Il aura fallu 6 heures de débat au Riksdag, le Parlement suédois, pour parvenir à un vote pour. C'est en fait 2 textes qui remplacent l'ancienne loi. Un sur les procédures chirurgicales et l'autre sur la procédure de changement de genre à l'état civil. Le changement à l'état civil avant 18 ans nécessitera l'accord des parents, d'un médecin et de la Direction nationale de la santé et des affaires sociales. Un diagnostic de dysphorie de genre, c'est-à-dire un décalage entre le genre ressenti par la personne et le genre qui lui a été assigné à la naissance, ne sera plus exigé pour procéder au changement de genre administratif. La chirurgie autorisée à partir de 18 ans ne sera plus soumise à l'accord de la Direction nationale de la santé. Et l'ablation des ovaires et des testicules ne sera possible qu'à partir de 23 ans.
La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2025. La droite a dû se reposer sur les libéraux et la gauche pour pouvoir adopter le texte. Le Premier ministre Ulf Kristersson a dû faire face à une fronde au sein de son parti et de ses alliés de la coalition gouvernementale. Cette loi répond à l'explosion des cas de dysphorie de genre qui ont augmenté de 2300% entre 2007 et 2017 pour les filles entre 13 et 17 ans. Croatie. Le HDZ gagne mais sans majorité absolue. Mercredi 17 avril, la Croatie connaissait une élection législative où le Premier ministre sortant, Andrej Plenković, de l'Union démocratique croate, le HDZ, parti membre du PPE, affrontait Zoran Milanović, président de la République et leader des sociaux-démocrates. Même si le HDZ remporte 61 sièges, il en faut 76 pour obtenir la majorité absolue. Comme un peu partout en Europe, cette élection a vu la percée de deux partis d'extrême droite, les nationalistes de Domovinski Pokret, le Mouvement pour la patrie, et les ultra-conservateurs de Most, le Pont, qui glanent respectivement 13 et 11 sièges. Suivent les Verts de Mogemo, Nous pouvons, avec 10 sièges. Un résultat qui promet de longues tractations entre les différents partis. Il est improbable que la Croatie connaisse une grande coalition entre HDZ et sociodémocrates, tant Plenković et Milanović se détestent cordialement. Aussi, du fait de sa position de président, l'élection de Milanović est inconstitutionnelle, à moins qu'il ne démissionne. Milanović veut absolument que Plenković paye pour les nombreuses affaires de corruption qui ont entaché son mandat. Une élection qui a mobilisé les foules puisque la participation était de 60% contre 46,9% en 2020. Lituanie et Allemagne, deux affaires d'espionnage reliées à la Russie. Les ingérences russes en Europe continuent, mais les forces de sécurité européennes répondent présentes. Tout d'abord, en Lituanie, Leonid Volkov, proche d'Alexeï Navalny, avait trouvé refuge à Vilnius. Le 12 mars, il avait été agressé au marteau par deux individus. La police polonaise a interpellé les deux auteurs présumés, ainsi que le commanditaire. Ce dernier, biélorusse travaillant pour la Russie, aurait chargé deux Polonais, connus par les services de police polonais pour des faits de hooliganisme, d'attaquer Leonid Volkov. Mais c'est un fait bien plus inquiétant qui a été mis au jour jeudi 18 avril en Allemagne. Deux binationaux germano-russes ont été interpellés par la police allemande parce qu'ils projetaient des attentats destinés à saper le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine. L'un d'eux a même combattu dans le Donbass, côté russe, de 2014 à 2016. Il ciblait la base américaine de Grafenwöhr, où des soldats ukrainiens sont formés au maniement des chars de combat. Ils auraient été en contact avec les services secrets russes. L'ambassadeur de Russie en Allemagne a évidemment nié et regrette que l'Allemagne ne soit pas en mesure d'apporter les preuves de ces accusations. Italie. Le gouvernement ouvre les hôpitaux aux anti-IVG. Même si elle répète depuis son élection et son intronisation en tant que présidente du Conseil que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas en danger, force est de constater que Giorgia Meloni en multiplie les obstacles. Dernier obstacle en date, un des députés de Fratelli d'Italia, Lorenzo Malagolla, a proposé le 16 avril un cavalier législatif dans le cadre du texte sur le volet italien de Next Generation EU. Dans son amendement, il propose que les centres de conseil, équivalent du planning familial en France, puissent accueillir des associations favorables à la maternité. En clair, les associations anti-avortement. Les partis Azione, Mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate ont dénoncé une lourde attaque contre le droit des femmes. Alors que l'accès est déjà très compliqué selon les régions, notamment celles de droite, comme le Piémont, qui a débloqué 400 000 € pour mener des actions dans les 10 centres pour faire renoncer les femmes à l'avortement, il y a aussi la clause de conscience qui est de plus en plus invoquée par 63% des gynécologues dans tout le pays et parfois 80% dans certaines régions,
ce qui oblige parfois à traverser le pays et attendre des mois pour se faire avorter. Un prix qui revient une fois de plus aux femmes. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie, la loi sur les agents de l'étranger adoptée malgré l'opposition de la rue. La Géorgie aura vécu une semaine mouvementée. Alors que le texte sur les agents de l'étranger faisait son retour au Parlement géorgien, une altercation a eu lieu au sein de la Chambre lundi 15 avril, après que le député du parti majoritaire Rêve géorgien, Mamuka Mdinaridze, un rapporteur du projet de loi, a reçu un coup de poing en pleine figure par Aleko Elisashvili, député d'opposition pro-européen, alors qu'il était à la tribune. La loi est revenue un an après son retrait en mars 2023. Et malgré moult protestations toute la semaine, passant de 10 000 manifestants lundi au double mercredi, la loi a été votée mercredi 17 avril en première lecture. Pour rappel, cette loi dispose que toute organisation recevant au moins 20% de financement étranger doit s'enregistrer comme, je cite, organisation servant les intérêts d'une puissance étrangère et doit publier un rapport financier détaillé de ses donateurs. Ou alors, elle s'exposera à une amende de 8 500 €, ce qui pourrait tuer des médias indépendants, quasiment essentiellement financés par des bailleurs occidentaux. La société civile qui défend les droits de l'homme, mais aussi les médias indépendants et la communauté LGBT, sont particulièrement dans le viseur. D'ailleurs, le Premier ministre Irakli Kobaridze pointe les opposants à la loi comme un mouvement gay pour mieux cristalliser le vote orthodoxe. Aussi, le vote de la loi aurait pour but de faire passer une réforme fiscale en catimini, vendredi 19 avril, qui exempterait les actifs à l'étranger de toute taxe ou impôt. Un amendement qui devrait profiter à Bidzina Ivanishvili, fondateur du parti, oligarque et ancien Premier ministre, qui est menacé par des sanctions occidentales. Même si Irakli Kobaridze se défend de faire passer des lois favorables à la Russie et se cache derrière le fait que son gouvernement a entamé les procédures de candidature à l'Union européenne et à l'OTAN, il reproche aux Occidentaux leur critique sur cette loi et fustige, je cite, leur volonté de faire entrer la Géorgie en guerre avec la Russie. Un moyen aussi de préparer les élections législatives géorgiennes le 26 octobre 2024 et de réduire l'expression de l'opposition et de la société civile. Royaume-Uni, une loi anti-tabac adoptée avec l'ambition de créer une génération sans tabac. Mardi 16 avril, le Parlement britannique a adopté la Tobacco and Vapes Bill, le projet de loi tabac et vapotage. Une loi qui entrera en vigueur en 2027. Une loi qui se donne pour objectif d'aboutir à un pays sans fumeurs d'ici 2030, c'est-à-dire 10 ans de moins que l'Union européenne. Pour parvenir à ça, la loi prévoit d'interdire la vente de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009. Fini aussi le vapotage des jeunes, dont la consommation de puffs et cigarettes électroniques à usage unique a explosé ces derniers mois chez les adolescents de 11 à 17 ans. Les arômes de vapotage et les emballages seront encadrés pour rendre ces produits moins attrayants, obligeant à les éloigner des rayons sucreries. Les ventes de tabac ou de produits de vapotage à des mineurs seront sanctionnées de 100 livres sterling, environ 117 €. La vente et la fourniture de puffs sera interdite à partir de 2025. La justification de cette loi est que même si le tabac amène des recettes à l'État, les conséquences du tabagisme coûtent 2 fois plus à la société, d'après l'Action on Smoking and Health, principale association de lutte contre le tabagisme. Le tabagisme ferait 80 000 victimes par an et serait responsable d'un quart des cancers au Royaume-Uni. Petite parenthèse pour terminer cet épisode, cette semaine, c'est la dernière semaine pleine pour s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections européennes. Les démarches en ligne doivent être faites au plus tard le 1er mai et en mairie le 3 mai. Pour les procurations, la date limite est plus tardive, mais désormais, la démarche peut être faite en ligne
En quelques clics, il suffit juste de trouver un mandataire de la même commune que soi. Merci d'avoir écouté Europebdo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Europebdo sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur votre plateforme d'écoute préférée, et d'y laisser des avis, des commentaires, des likes et de le partager autour de vous pour aider ce podcast à grandir. À la semaine prochaine sur Europebdo.